Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce samedi 23 avril. La Roca Team renversante, les Monégasques ont signé une très belle victoire face à l'Olympiakos hier, en remettant ainsi les deux équipes à égalité dans ces playoffs d'Euroleague. Résumé à suivre dans quelques instants. Succès également des filles du Monaco Basket Association. Elles ont remporté hier le trophée Coupe de France pour la deuxième fois de l'histoire du club. La capitaine du MBA, Najet Wardad, reviendra avec nous sur ce sacre. Dans ce journal également, nous vous parlerons du coup d'envoi du championnat du monde de VTT électrique. Et puis le chef étoilé Yannick Aleno nous dévoilera le concept de son nouveau restaurant Pavillon Monte-Carlo qu'il vient tout juste d'inaugurer à l'hôtel Hermitage. Époustouflante, renversante, magistrale, les qualificatifs ne manquent pas au lendemain de la démonstration de l'AS Monaco Basket en quart de finale de l'Euroleague. Les joueurs de Sacha Obradovic ont largement dominé l'Olympiakos hier dans une chaude ambiance grecque. Ils égalisent un partout dans la série avant les deux prochains matchs à Gaston-Médecin. Retour sur ce match fou avec Yannick Debevert et Pierre Marsal. Sonnés par un premier match où ils ont été dominés dans tous les domaines, les Roca Boys voulaient absolument retrouver leur niveau pour concurrencer l'Olympiakos. C'était pourtant mal parti ce vendredi avec seulement 10 points marqués dans les 10 premières minutes. Un premier quart-temps catastrophique qui n'annonçait rien de bon avant un retournement de situation exceptionnel. La Roca Team, porté par un Dwayne Bacon de gala, réalise un rallye impressionnant. 20-0 en 7 minutes. Les Grecs ne savent plus où donner de la tête, les paniers tombent de tous les côtés. À l'image de cette passe ratée, transformée finalement en shoot réussi de Paris Lee, tout sourit à la Roca Team qui rejoint les vestiaires avec 12 points d'avance, 28-40. Et les Grecs n'étaient pas au bout de leur peine. Un homme était jusque-là encore très discret. Mike James, hué par les spectateurs du Stade de la Paix et de l'Amitié, prend feu et par là même prend un malin plaisir à climatiser cette salle mythique. 21 points pour lui en seconde mi-temps. L'écart ne cesse de grandir, l'Olympiakos étouffe et la Roca Team continue de pousser. À l'image d'un Danilo Andjusic qui s'offre un magnifique cadeau d'anniversaire en sortie de banc. 19 points, 5 rebonds en 21 minutes de jeu. It's a great win, especially away. We came here with the goal to take at least one win, so we can go home with some kind of advantage. So we have a lot of job in front of us still. We knew what we want, we found good mismatches, we defend good, much better, that gives us an opportunity to run, and again to have a high scoring game. For us, this is, the best. Plus que concurrencer, la Roca Team a corrigé l'Olympiakos 96-72, le plus haut total de points encaissés cette saison par les Grecs. Avec cette victoire à l'extérieur, Monaco gagne l'avantage du terrain. Les Monégasques auront l'occasion d'accéder au Final Four s'ils gagnent leurs 2 prochains matchs à Gaston-Médecin la semaine prochaine. Et notez bien le premier rendez-vous mercredi 27 avril à 21h. Venez nombreux supporter les Roca Boys à Gaston-Médecin. Ce match sera bien évidemment à suivre également en direct sur Monaco Info. Et il faut croire que le basket monégasque avait sa bonne étoile hier puisque les filles du Monaco Basket Association ont remporté le trophée Coupe de France à l'Accor Arena. Elles ont survolé cette finale en battant le Poinçonnet 69-50. C'est la deuxième fois que le MBA gagne cette compétition et nous sommes avec la capitaine de l'équipe monégasque ce soir. Bonsoir Najet Wardad. Bonsoir. Félicitations tout d'abord, c'était une finale que vous avez vraiment survolée. Oui, merci. On l'a fait vraiment avec plein d'ardeur, plein de confiance. On était vraiment déterminés et franchement, je suis vraiment fière de mes coéquipières pour avoir gagné ce titre incroyable. Oui, on vous a senti déterminé sur le terrain et aussi en forme physiquement, plutôt fraîche malgré une saison assez intense.
Oui, franchement, on a eu la chance d'avoir un staff très compréhensif. Ils nous ont donné quand même quelques jours off, donc on a pu régénérer nos corps, nos esprits pour pouvoir se concentrer et tout donner hier au match. Hier à Bercy, dans l'antre du sport-spectacle, c'est toujours impressionnant. C'est très impressionnant, l'atmosphère, il y avait du monde, un parquet magnifique, donc c'est vraiment exceptionnel et on se rend compte de la chance qu'on avait de jouer devant tous ces gens, tous ces supporters et c'était incroyable. Qu'est-ce qui représente, Najed, pour vous ce trophée? C'est votre première saison avec le MBA, hein? Oui, c'est ma première saison avec le MBA, c'est mon deuxième trophée de Coupe de France. Donc franchement, c'était encore plein d'émotions pour moi. J'étais vraiment ravie d'en gagner un deuxième, mais surtout avec cette équipe. Donc franchement, c'était incroyable. Voilà. Ce trophée vous booste pour les playoffs parce que la saison n'est pas terminée, hein, et il y a encore la montée en Ligue 2 en ligne de mire. Oui, voilà. Franchement, techniquement, on avait 3 objectifs. C'était les playoffs, gagner le titre de Bercy et ensuite pouvoir accéder en Ligue 2. Donc là, on est déjà sur 2 sur 3. Donc, on a vraiment une bonne dynamique. Je sens qu'on est très soudés et que voilà, on fait un chapitre après l'autre. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe du MBA? Vous l'avez dit, cette solidarité. Qu'est-ce qui va faire la différence dans ces playoffs? C'est surtout de rester soudés. Maintenant, on sait qu'on a travaillé très dur. On mérite d'être au playoff, d'être à ce stade. On sait qu'on est en train d'être récompensé. Donc, je pense que maintenant, c'est de garder cette humilité, de prendre un match après l'autre et de rester soudés. Et garder cette énergie. Vous vous déplacez à Sceaux samedi prochain pour la première journée de play-off. Vous attendez à quoi? On s'attend de prendre ce match en respectant l'adversaire, et en sachant que eux aussi ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous, on reste focus sur nous, en fait. On sait ce qu'on doit faire, on est très déterminés et puis après, on s'adapte dans le match. Voilà, on reste positif. Vous avez connu la Ligue 2. Monaco a les armes pour évoluer la saison prochaine en Ligue 2 si tout se passe bien pour le MBA? Oui, si tout se passe bien, effectivement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des dirigeants, il y a un cadre, il y a du bon coaching. Les joueuses sont aussi très déterminées à pouvoir accéder au niveau supérieur. Donc, on est très ravis. On fait confiance. J'imagine que vous avez suivi la saison de la Roca Team en Euroleague notamment. Quel regard vous portez sur le parcours des Monégasques? C'est incroyable parce que aussi c'est en play-off et franchement comment dirais-je, ça nous donne aussi de l'envie de nous motiver pour pouvoir aussi dire que voilà, on peut continuer pour nos rêves en fait et que le basket, c'est le sport, ça rassemble tout le monde et ça nous motive à pouvoir faire rêver aussi les autres. Eh bien, merci beaucoup, Najed, d'avoir été avec nous ce soir pour partager votre bonheur et puis encore félicitations. On le voit, la médaille merci autour du cou. Encore félicitations à tout le MBA. Merci. Et merci de nous avoir regardés aussi, pour les Monégasques qui nous ont regardés à distance. Et pour être complet sur les derniers résultats sportifs des Monégasques ce week-end, Charles Leclerc a terminé deuxième de la course sprint du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Aujourd'hui, le Monégasque, actuel leader du championnat, partira en première ligne sur la grille de départ aux côtés de Verstappen qui, lui, a décroché la pole. C'est ce week-end qu'est donné le coup d'envoi de la saison de l'E-Mountain Bike Cross Country à Monaco. Il s'agit du championnat mondial de VTT électrique et c'est sur les pentes de Peille que la course va avoir lieu dimanche. Le récit de Patricia Navarro sur des images d'Alex Avial. L'étape est monégasque, mais le circuit demandait de l'espace, des forêts et des pentes bien escarpées. Cette première course du calendrier 2022 va donc se jouer à Peille. Les meilleurs mondiaux vont s'affronter tout au long de la journée de dimanche sur ces 2 roues électriques qui ne rendent pas pour autant les choses plus faciles. It's faster than the cross country and you have more adrenaline and I think that's the thing why I like it. You just ride faster and the heart rate is always high and you don't have the time to recover and yeah, that's why it's not easier. Et malgré l'apport de l'électrique, c'est donc une discipline qui reste exigeante et demande une bonne forme physique en développant d'autres parties du corps. Du coup, forcément, on prend même un peu en haut du corps parce que vu que ça va plus vite, il faut maintenir le vélo. Parce qu'on a toujours les racines, les cailloux, les marches.
Donc voilà, il faut toujours réussir avec le vélo qui est quand même plus lourd qu'un vélo musculaire et qui roule plus vite. Donc le tout reste très fatigant quand même, voire même plus fatigant parfois que le musculaire. Et ce n'est pas un hasard si c'est à Monaco que ce championnat international a vu le jour, la principauté ayant toujours été à l'avant-garde de la mobilité électrique et pionnière dans l'incitation à une approche durable et éco-responsable de la vie quotidienne et de la mobilité. La société qui a fondé la première compétition internationale dédiée exclusivement au VTT électrique a commencé en 2019. On a fait le premier championnat. On a débuté ici à Monaco avec la première course et après on s'est déplacé dans toute l'Europe. Monaco est le contexte idéal pour développer un sport électrique, un sport qui est proche de la nature, qui respecte la nature et qui pense exclusivement au fun, à s'amuser en le faisant avec conscience. Et sachez-le, pour encourager la pratique de ce sport avec des VTT fonctionnant à l'électrique, tout au long du week-end sont également organisées des randonnées amateurs pour faire découvrir cette technologie et le circuit emprunté par les professionnels. Le reste de l'actualité en principauté, c'est avec vous, Julia Vial. Bonsoir Julia. On débute avec le dernier rendez-vous du Monaco Press Club qui avait pour invité Yves Bigot, le directeur général de TV5 Monde. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. La rencontre était bien ce vendredi 22 avril au foyer Gustave de l'hôtel Hermitage Monte-Carlo. Yves Bigot a abordé notamment la signification pour TV5 Monde de l'entrée de la principauté au capital de la chaîne, alors que le lancement de Monte-Carlo Riviera TV est annoncé à mi-2023. C'est aujourd'hui que se bâtissent les lignes éditoriales qui vont unir Monaco et la chaîne internationale. Yves Bigot a d'ailleurs parlé des enjeux d'un média diffusé dans plusieurs pays en même temps. Nous l'écoutons. Les enjeux, ils sont très importants parce qu'évidemment les sensibilités des téléspectateurs ne sont pas les mêmes. Déjà les langues ne sont pas les mêmes. Donc nous, on est la chaîne de la francophonie. Donc tout ce que nous diffusons est en français, mais nous sommes sous-titrés en 13 langues. TV5 Monde, c'est 8 chaînes généralistes en fonction des différentes régions du monde, plus 2 chaînes thématiques, une chaîne pour enfants et une chaîne qui est dédiée à l'art de vivre. Yves Bigot a aussi, lors de cette conférence, pu préciser les projets communs à venir de la chaîne et de la principauté. Retour à présent sur cette messe en la cathédrale de Monaco à l'occasion de la Saint-Georges, Julia. Une cérémonie religieuse qui s'est tenue en hommage à Saint Georges, le saint patron de la sûreté publique. Elle s'est déroulée en présence du ministre d'État Pierre Dartout et de nombreuses hautes personnalités monégasques. Durant cet office religieux, une lecture de la prière du policier de la sûreté publique a été faite par un fonctionnaire de police. Cette messe marque, Émilie, le début des festivités liées aux 120 ans de la création de la sûreté publique. Dans un tout autre domaine, le complexe balnéaire du Larvoto prépare sa saison estivale. Pour accueillir dans les meilleures conditions les usagers du Larvoto, des travaux de reprofilage vont être menés à partir de ce lundi. Le but est de réduire la pente de la plage qui s'est fortement accentuée durant l'hiver. Pour respecter la biodiversité marine du site, cette opération sera d'ailleurs accompagnée de la pose de filets de rétention sur le plan d'eau. Par mesure de sécurité, l'accès à la plage et à la baignade sera réglementé pendant toute la durée des travaux. La fin étant prévue le 13 mai, Émilie. La plage sera alors fermée en semaine de 5h à midi et la baignade strictement interdite au public. Pour le week-end, pas de restrictions horaires pour accéder à la plage, mais la baignade restera interdite. Merci Julia pour toutes ces précisions. Un an après son arrivée à l'hôtel Hermitage, le chef étoilé Yannick Aleno ouvre Pavillon Monte-Carlo, une table qui bouscule les codes, mettant en valeur la gastronomie de comptoir. Yannick Aleno apporte son ADN et recrée en principauté, un concept qu'il a déjà développé à Paris. Il est avec nous ce soir. Bonsoir chef. Bonsoir. C'est une vraie identité alénesque, si on peut dire ça comme ça, que vous importez à Monaco. Hein. Oui, alors on a importé notre bistrot, on va dire, le comptoir gastronomique, au sein de l'Hermitage ici à Monaco. Vous savez, cette sublime terrasse qui donne sur le port. J'espère encore dire que j'ai beaucoup de chance et que je suis dans le plus bel endroit de Monaco. Excellence, partage et modernité, ce sont les 3 mots qui pourraient résumer l'esprit du lieu ? Ouais, c'est générosité, facilité. J'ai voulu faire un restaurant pour les Monégasques, j'ai voulu faire un restaurant ouvert 7 jours sur 7, avec une cuisine résolument française et provençale, une cuisine teintée d'azur. Donc je crois qu'ici, on va se retrouver dans un lieu qui a été dessiné par Charles Minassian, dans un confort absolu et dans l'élégance. L'Hermitage est l'hôtel des connaisseurs et j'ai voulu amener comme ça
me mettre au service des connaisseurs et de leur amener une cuisine qu'ils connaissent. Vous le présentez comme un restaurant comptoir, une gastronomie sans cravate, j'ai pu lire dans la presse. Pour moi, c'est le restaurant idéal que vous pourrez trouver ici pour tous les moments de votre vie en fait. Et moi, j'aime cuisiner dans ce genre. Je suis né derrière un comptoir, donc je sais à quel point ce geste-là de comptoir est quelque chose qui simplifie les relations. Alors Pavillon est déjà présent à Paris. Qu'est-ce qu'il différencie de son grand frère des Champs-Élysées? La vue sur la mer, sûrement? Oui, la vue. Enfin, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 2 pavillons et dans des lieux extrêmement prestigieux. Les Champs-Élysées évidemment, au sein de Ledoyen, et puis là aujourd'hui, l'ouverture de pavillon Monaco à l'Ermitage. Donnez-nous un peu l'eau à la bouche, chef. Quels sont les plats qui composent la carte de pavillon Monte-Carlo? La carte est très riche puisqu'on a une proposition d'une bonne quinzaine d'entrées, 16 entrées je crois, dont une grosse proposition végétale. On va retrouver l'œuf badaboum, c'est un œuf poché farci de foie gras avec une sauce à l'anguille fumée. On va retrouver un rouget en feuilles de courgette croustillant avec une sauce bohémienne. On va retrouver un feuille à feuille de bœuf posé sur un écrasé de persil au jus et au capre. On va retrouver des desserts sans sucre. On va retrouver plein de belles choses. Une solmenière quand on a envie d'une solmenière. On va retrouver ce genre de cuisine. La sauce, c'est vraiment votre signature, hein. Vous vous présentez comme chef saucier. Ben oui, la sauce, c'est la signature de la cuisine, tout simplement. Et je crois que je me suis fait chevalier de la remise en route du régime saucier. Voilà, et comme dirait mon ami Gérard Pélisson, il était temps que tu passes aux sauces sérieuses. Un beau jeu de mots. Chef, voilà plus d'1 an que vous êtes arrivé à l'hôtel Hermitage. Quel bilan faites-vous de cette année écoulée? À vous entendre, on dirait que vous êtes toujours sur votre nuage. Je suis bien, déjà j'ai trouvé une équipe formidable. J'ai eu un accueil de toute l'équipe ici extraordinaire. Pour moi, c'est une fierté de rejoindre mon éminent confrère Alain Ducasse. Et pour nous, c'est un plaisir de vous avoir à Monaco. Merci infiniment, Yannick Aleno, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Ce rendez-vous à noter à présent dans vos agendas. Lundi, le nouveau musée national de Monaco propose une rencontre-conversation portant sur le rôle des femmes. Un rendez-vous qui a lieu au pavillon Bozio à 18h, Julia. Tout à fait, Émilie, et plus précisément du rôle des femmes dans les avant-gardes transméditerranéennes, avec la présence de Amina Diab, de Cléa Daridan, de Virginia Tantindo et Morad Montazami. Les différents artistes échangeront autour de leurs œuvres et pour certains autour de leur trajectoire militante. L'entrée pour ces rencontres est libre dans la limite des places disponibles. Rendez-vous donc ce lundi 25 avril au pavillon Bozio. Autre rendez-vous au marché de la Condamine, cette fois-ci une soirée italienne mardi. Le marché de la Condamine prendra très prochainement des airs de Dolce Vita. La soirée italienne débutera aux alentours de 19h, Émilie, au sein de la halle. Au programme plats traditionnels à déguster dans une ambiance conviviale grâce notamment aux musiciens d'Allegria Band qui reprendront en live les classiques de la chanson italienne. Cet événement est une manière pour la mairie de Monaco de poursuivre la redynamisation de ce lieu de vie incontournable. Ces événements festifs et populaires organisés au sein du quartier de la Condamine rencontrent d'ailleurs toujours un vif succès et d'autres événements devraient d'ailleurs suivre, donc ouvrez l'œil. Et puis le Riviera Waterbike Challenge est de retour. Il aura lieu le 5 juin prochain dans la baie de Monaco. Il sera possible d'essayer ces fameux vélos aquatiques la semaine prochaine, Julia. Le mercredi 27 avril, entre 14h et 18h, vous pourrez tester les waterbikes encadrés par l'équipe de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Le tout gratuitement dans l'enceinte du port au départ du Yacht Club. En cas de météo non favorable, la journée sera reportée à une date ultérieure. Alors si ça vous intéresse de découvrir le vélo sur l'eau, vous pouvez réserver votre créneau de test au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Merci Julien, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Mais avant cela, Fabien Bonilla et Vincent Vatrican nous attendent pour nous parler de la prochaine projection de l'Institut audiovisuel de Monaco. Messieurs, c'est à vous. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film récent, de 2019, mais qui revient sur une vieille affaire qui a fait grand bruit. C'est le film de Roman Polanski, J'accuse. Oui, J'accuse et l'affaire Dreyfus. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de ce film? Déjà, on rappelle peut-être l'histoire. C'est l'affaire Dreyfus, c'est une affaire d'espionnage, de trahison. Enfin, parlez-moi un peu du film. C'est une affaire complexe. Ouais. Le capitaine Dreyfus est accusé d'espionnage
jugé, dégradé et ensuite enfermé à l'île du Diable. Et certaines personnes dans l'état-major militaire et contre leur hiérarchie vont essayer de prouver son innocence. Oui, on voit bien d'ailleurs dans le film, il y a les pro-Dreyfus, les anti-Dreyfus. Et le film est raconté du point de vue du colonel Picard, qui est joué par Jean Dujardin. C'est un grand Jean Dujardin ? Alors, je trouve un grand Jean Dujardin. Ouais. Je ne le pensais pas, pour être honnête, capable de changer de registre. Même si d'ailleurs son personnage ne manque pas d'un certain humour de temps à autre. Et voilà, quand il pousse la petite remarque ou la petite blague, voilà, on sent le Dujardin comique revenir. Mais sinon, il est vraiment habité par ce rôle. Ce colonel Picard, qui était lui-même antisémite, a été très vite occupant des fonctions dans le renseignement, convaincu de l'innocence, et c'est d'ailleurs le mérite du film et sa forme un peu feuilletonesque de nous raconter cette histoire à la manière d'un film policier avec des rebondissements tout au long du film. Pourquoi ce choix de film, un film de Roman Polanski ? C'est pas parce que c'est un film de Roman Polanski, même si le film de Roman Polanski est un vrai film de Polanski, et bien aligné de ce qu'il sait faire. C'est qu'évidemment l'affaire Dreyfus est une affaire qui a occupé beaucoup d'années de la vie du prince Albert Ier, qui a très tôt pris fait et cause pour lui, et essayant, comme il a pu, d'intercéder pour essayer d'obtenir justice pour lui. Mais écoutez, allez voir J'accuse, si le cœur vous en dit, si vous en avez envie. Merci Vincent. Merci Fabien. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Traître! Quand une société en est là, elle tombe en décomposition. J'accuse de Roman Polanski, c'est mardi à 20h au Théâtre des Variétés. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain, Julia ? Eh bien, il y aura du mieux, Émilie, mais pas de quoi retrouver le sourire. Les averses seront plus éparses, mais tout de même bien présentes en principauté. Du côté des températures, elles oscilleront entre 11 et 16 degrés. Demain, nous fêterons les fidèles. Mais rassurez-vous, ce temps maussade serait de courte durée. Il paraît qu'une amélioration est prévue pour le début de semaine prochaine. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui vous fait revivre l'importante victoire de la Roca Team face à l'Olympiakos hier. Soyez au rendez-vous d'ailleurs mercredi à Gaston Médecin. En attendant, les Monégasques reçoivent Fos-sur-Mer demain en championnat à 17h. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.